Je suis entré et j'ai vu ma famille sur le canapé, mon mari, ma mère, mon fils et ma propre sœur. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé, craignant le pire. Maman, assieds-toi, a dit mon fils. Tu dois accepter une nouvelle réalité. Tu n'es plus en charge de cette famille. Tante Brenda, elle rend papa plus heureux maintenant. J'étais furieuse. Ils étaient tous au courant. J'ai quitté la pièce sans dire un mot. Le lendemain, j'avais 118 appels manqués. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. Le vent de Chicago était mordant ce soir-là, le genre de froid qui s'infiltre à travers votre manteau et se fixe dans vos os. Je venais d'atterrir à O'Hare après 3 jours éreintants à New York, à sauver un accord que mon mari, Mark, avait presque torpillé avec son arrogance. J'étais épuisé. Mes yeux brûlaient par manque de sommeil, et mes épaules me faisaient mal sous le poids de mon sac d'ordinateur portable. Tout ce que je voulais, c'était une douche chaude, un verre de vin rouge et le confort de ma maison. Je voulais dire à Mark que j'avais réparé ses bêtises, que l'empire immobilier H&M que nous avions bâti en 22 ans était en sécurité pour un autre trimestre. J'ai garé ma voiture dans l'allée de notre propriété de banlieue. Les lumières étaient allumées dans le salon, brillant de 1000 feux sur la pelouse sombre et enneigée. C'était étrange. Habituellement, à 22 heures, la maison était calme. Mark serait dans son bureau et mon fils de 21 ans, Tyler, serait dans sa chambre à jouer ou sorti avec des amis. J'ai déverrouillé la porte d'entrée, laissant tomber mes clés dans le bol sur la table du hall d'entrée. Le silence qui m'a accueilli n'était pas paisible. Il était lourd. Il semblait chargé, comme l'air avant un orage. « Bonjour » ai-je crié, en accrochant mon manteau. « Mark, Tyler, ici, Heather. » La voix de ma mère flottait depuis le salon. Mon estomac s'est serré. Ma mère, Joyce, vivait à 40 minutes d'ici. Que faisait-elle ici un mardi soir? Une panique soudaine m'a saisi. Était-il arrivé quelque chose à ma sœur, Brenda? Quelqu'un était-il malade? Je me suis précipité dans le salon, le cœur battant contre mes côtes. Mais ce n'était pas une urgence médicale. C'était un tribunal. Ils étaient tous là, disposés sur la section de cuir personnalisé que j'avais choisie à Noël dernier. Mark était assis au centre, impeccablement vêtu d'une chemise blanche impeccable, mais il ne croisait pas mon regard. À sa gauche était assise ma mère, Joyce, sa posture rigide, ses mains jointes fermement sur ses genoux. À sa droite était assise Brenda, ma sœur cadette. Et sur le fauteuil adjacent était assis mon fils, Tyler. L'atmosphère était étouffante. Personne ne pleurait. Personne n'avait l'air triste. Ils avaient l'air résolus. « Qu'est-ce qui se passe » ai-je demandé, la respiration coupée. « Tout le monde va bien, maman ?» J'ai fait un pas en avant, mais Tyler s'est levé. Il n'est pas venu me serrer dans ses bras. Il se tenait comme un agent de sécurité bloquant une porte. Il m'a regardé avec des yeux dépourvus de la chaleur que j'avais nourrie pendant 2 décennies. « Maman, assieds-toi » a dit Tyler. Sa voix était froide, plus grave que je ne m'en souvenais, dépouillée de toute affection. « Tu dois écouter et tu dois ne pas paniquer. » Paniquer? Tyler, tu me fais peur. Qu'est-ce que c'est? Tu dois accepter une nouvelle réalité, a-t-il continué, récitant des mots qui semblaient répétés. Tu n'es plus en charge de cette famille. J'ai regardé Mark. Mark, pourquoi ne dis-tu rien? Mark a finalement levé les yeux. Son beau visage, le visage qui avait été l'image publique de notre entreprise pendant des années, s'est tordu dans un regard de pitié mêlé d'agacement. C'est fini, Heather. La mascarade. C'est terminé. Quelle mascarade? J'avais l'impression de me noyer sur la terre ferme. Tante Brenda, a dit Tyler, en désignant ma sœur. Elle rend papa plus heureux maintenant. Contrairement à toi, elle le comprend. Le monde a cessé de tourner. J'ai regardé Brenda, ma petite sœur, celle dont j'avais payé le loyer pendant 6 ans, celle que j'avais embauchée quand personne d'autre ne voulait lui donner un emploi. Elle était assise les jambes croisées, portant un chemisier en soie qui ressemblait étrangement à un chemisier manquant dans mon placard. Et puis je l'ai vue. La main de Mark reposait nonchalamment, possessivement, sur le genou de Brenda.
Nous ne voulions pas que tu la prennes d'un étranger, a ajouté ma mère, Joyce. Sa voix n'était pas désolée. Elle donnait une leçon. Nous voulions faire cela en famille. Heather, tu dois être réaliste. Tu es marié à ton travail depuis des années. Mark est un homme avec des besoins. Il a besoin d'une femme présente, pas d'une partenaire commerciale qui dort avec son ordinateur portable. Maman, ai-je chuchoté, la trahison tranchant plus profondément que n'importe quel couteau. Tu savais. Tu cautionnes cela. Je soutiens le bonheur, a dit Joyce, levant le menton avec défi. Brenda et Mark, ils partagent une connexion. Ils s'aiment, Heather. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont planifié. C'est juste arrivé. Tu ne peux pas les punir pour être tombés amoureux. J'ai regardé Brenda. Elle a offert un petit sourire triomphant, a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille et a baissé les yeux. À son doigt, scintillant sous l'éclairage encastré, il y avait une bague en diamant. Ce n'était pas une nouvelle bague. C'était ma bague. C'était le diamant art déco vintage que Mark m'avait offert pour notre 20e anniversaire, celui qui avait mystérieusement disparu de ma boîte à bijoux il y a 6 mois. J'avais mis la maison à sac à sa recherche, pleurant pendant des jours. Mark m'avait dit que j'étais négligente, que je l'avais probablement perdue à la salle de sport. C'est ma bague, ai-je dit, ma voix tremblant d'une rage si pure qu'elle semblait chaude dans ma gorge. Elle lui va mieux, a dit Mark, en haussant les épaules. Elle était gaspillée sur toi. Tu ne portes jamais de bijoux de toute façon. Nous voulons que tu déménages, a dit Tyler, brisant à nouveau le silence. Papa garde la maison. Je reste ici. C'est mieux si tu pars. Tu crées trop de tension. Mon fils, mon petit garçon, que j'avais soigné pour les fièvres, dont j'avais payé les frais de scolarité en travaillant 80 heures par semaine. Il me mettait à la porte de la maison que j'avais construite. Tu choisis cela, ai-je demandé à Tyler, les larmes me piquant enfin les yeux. Tu choisis la femme qui couche avec ton père dans mon dos? C'est ta tante, Tyler. Elle n'est plus seulement ma tante, a ricané Tyler. Elle est la seule qui m'écoute réellement. Toi, tu me lances juste de l'argent et tu me dis d'étudier. Papa et Brenda, ils me traitent comme un adulte. J'ai regardé les 4, mon mari, ma sœur, ma mère, mon fils, les 4 piliers de ma vie. Et chacun d'eux était pourri. Ils ne faisaient pas que me briser le cœur. Ils démantelaient mon existence avec une cruauté désinvolte qui me coupait le souffle. J'ai senti une vague de nausée, mais je les ravalais. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir m'effondrer. Je ne crierai pas. Je ne supplierai pas. J'ai redressé ma colonne vertébrale. J'ai regardé Mark, croisant son regard jusqu'à ce qu'il scie et détourne les yeux. Tu penses avoir gagné, ai-je dit, ma voix calme mais mortellement stable. Tu penses que tu peux juste réécrire l'histoire parce que tu t'ennuies et que tu es égoïste? Ne fais pas une scène, Heather, a dit Brenda, sa voix d'une douceur écœurante. Soyons matures à propos de ce divorce. Divorce? J'ai laissé échapper un rire court et sec. Oh, vous n'avez aucune idée de ce qui va arriver. Ne nous menace pas, a rétorqué Mark, son arrogance revenant. J'ai déjà parlé aux avocats. C'est fini pour toi. Le contrat de mariage, les statuts de l'entreprise, j'ai tout couvert. Sors par cette porte, Heather. Si tu restes, je ferai en sorte que la sécurité te retire de ma propriété. Ta propriété? J'ai regardé autour de la pièce. J'ai choisi chaque carreau de cette maison. J'ai payé chaque brique. Et maintenant, tu es en infraction, a dit Tyler. C'était ça. La rupture finale. J'ai regardé mon fils une dernière fois, mémorisant le visage de l'étranger qu'il était devenu. D'accord, ai-je dit. Je me suis retourné. Je n'ai pas enlevé mon manteau. Je n'ai pas ramassé mes clés dans le bol. J'avais mon jeu de rechange dans ma poche. J'ai marché jusqu'à la porte. Où vas-tu? A crié Joyce, une anxiété soudaine perçant sa voix. Heather, nous devons discuter du règlement. Mark a une offre généreuse si tu signes ce soir. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la lourde porte en chêne et je suis sorti dans la nuit glaciale de Chicago. Le vent a frappé mon visage, séchant les larmes avant qu'elles ne puissent tomber. Je suis monté dans ma voiture, le moteur rugissant à la vie dans le silence de l'allée. En reculant, je les ai vus à travers la fenêtre. Ils étaient déjà en train de verser du champagne.
Il célébrait mon effacement. J'ai conduit dans l'obscurité, mes mains serrant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais une chose avec certitude, la Heather qu'il connaissait, le paillasson, la pourvoyeuse, la réparatrice, était morte dans ce salon. Et la femme qui s'éloignait était quelqu'un dont il devrait avoir très, très peur. Si vous écoutez ceci et que vous êtes aussi furieux que je l'étais à ce moment-là, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et commenter le numéro ainsi dessous. Faites-moi savoir que vous êtes avec moi. Votre soutien me dit que je ne suis pas seul dans ce combat. Commentez un maintenant parce que, croyez-moi, ce qu'ils ont fait ensuite fait ressembler cette trahison à un échauffement. J'ai conduit pendant 1 heure, les lumières de la ville de Chicago se brouillant en traînées rouges et dorées à travers mon pare-brise. Mon esprit était une tempête chaotique d'images, le sourire narquois de Brenda, la bague à son doigt, le regard froid de Tyler. Mais sous le choc, un instinct primaire se mettait en marche. La survie. J'avais besoin d'essence. Le voyant de carburant clignotait depuis que j'avais quitté l'aéroport, mais j'étais trop anxieuse de rentrer à la maison pour m'arrêter. Maintenant, sur un tronçon d'autoroute désolé, je me suis arrêté dans une station-service ouverte 24 heures sur 24. Mes mains tremblaient en sortant dans le froid mordant. J'ai glissé ma carte de crédit, la carte platine liée à notre compte joint, celle que j'utilisais pour tout, des courses à l'épicerie au dîner d'affaires, dans la pompe. Traitement en cours. L'écran clignotait en rouge. Refusé. Voir caissier. J'ai froncé les sourcils. C'était impossible. La limite de crédit sur cette carte était de $50 000, et j'avais payé la facture intégralement il y a 3 jours. J'ai réessayé. Refusé. Une fosse froide s'est formée dans mon estomac, plus lourde que la trahison dont je venais d'être témoin. J'ai fouillé dans mon portefeuille et j'ai sorti ma carte de débit personnelle, celle qui était liée à mon compte courant où mon salaire était déposé. Je suis entré dans la station. Le préposé, un adolescent blasé avec des écouteurs autour du cou, n'a même pas levé les yeux lorsque j'ai placé une bouteille d'eau et un paquet de chewing-gum sur le comptoir. J'ai glissé la carte de débit. Ça n'a pas marché, a-t-il marmonné, en faisant claquer son chewing-gum. Réessayez, ai-je dit, ma voix tendue. Il y a de l'argent là-dedans. Il a soupiré et l'a passé à nouveau. Refusé, madame. Fonds insuffisant ou carte verrouillée. Vous avez du liquide? Je suis resté là paralysé sous les lumières fluorescentes crues. Mon application bancaire. Je devais vérifier mon application. Mes doigts ont tâtonné avec mon téléphone pendant que je me connectais. Accès refusé. Authentification de l'utilisateur échouée. Veuillez contacter votre agence. J'ai essayé le compte de l'entreprise. Accès refusé. J'ai essayé l'épargne conjointe. Accès refusé. Marc ne s'était pas contenté de me mettre à la porte de la maison. Il avait exécuté un coupe-circuit financier. Il avait planifié cela. On ne bloque pas instantanément un copropriétaire des comptes professionnels et personnels à moins d'avoir préparé le terrain avec la banque, en prétendant faussement une fraude ou en modifiant les privilèges administratifs des jours à l'avance. Il me voulait ruiner. Il me voulait bloquer au milieu de la nuit sans ressources, pour que je rampe et que je signe toute offre généreuse que Joyce avait mentionnée. J'ai fouillé dans mon sac à main, au-delà du plastique inutile jusqu'à la petite poche zippée en bas. J'ai trouvé 3 billets de $20 froissés et une poignée de pièces de 25 cents. $60. C'était ma valeur nette en ce moment. J'ai payé 5 gallons d'essence et l'eau en espèces. Je suis remonté dans ma voiture en frissonnant, non seulement à cause du froid, mais à cause de la terrifiante prise de conscience de ma vulnérabilité. Je ne pouvais pas aller dans un hôtel. Je n'avais pas de carte de crédit pour le dépôt. Je ne pouvais pas aller chez ma mère. Je ne pouvais pas aller chez Brenda. J'ai conduit jusqu'à ce que je trouve un motel avec une enseigne au néon clignotante qui disait « Chambre libre ». C'était l'un de ces endroits où les camionneurs dormaient pendant quelques heures, le genre d'endroit où les draps sentent la fumée rance et le regret. Espèce à l'avance, a dit le gérant de nuit à travers une vitre par balle. $50 pour la nuit. J'ai remis 50 de mes $60 restants. Il a fait glisser une clé à travers le plateau. Chambre 12. La chambre était glaciale. Le chauffage cliquetait et crachait un air qui sentait la poussière brûlée. Je me suis assise sur le bord du matelas affaissé, toujours dans mon tailleur d'affaires coûteux, mon manteau bien serré autour de moi. J'ai regardé mon téléphone. L'écran était éclairé par des notifications.
Pas d'excuses, pas de s'il te plaît, reviens. 118 appels manqués. La plupart provenaient d'un numéro que je reconnaissais, l'avocat personnel de Marc, un requin nommé Robert Vance. Et puis les emails ont commencé à s'afficher. Objet, accord de règlement de dissolution de mariage. Objet, accord de confidentialité urgent requis. Objet, avis de licenciement H&M Immobilier. J'ai ouvert l'avis de licenciement en premier. C'était un PDF joint à un email de la directrice des ressources humaines, une femme que j'avais embauchée, une femme que j'avais encadrée. Chère Miss Heather Bryant, avec effet immédiat, votre poste de directrice de l'exploitation est résilié pour motif valable. Allégation d'espionnage industriel et de négligence grave. Géry, un son dur et rauque dans la pièce vide. Espionnage? Négligence? C'est moi qui suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin à vérifier les comptes. C'est moi qui connaissais toutes les lois de zonage à Chicago. Marc ne pouvait même pas convertir un PDF sans me demander de l'aide. Et puis un SMS est arrivé. Il venait de Tyler. Mon pouce a plané sur l'écran, une petite partie stupide de moi espérant qu'il s'était enfui, qu'il était désolé. Tyler, maman, ne rend pas cela difficile. Papa dit qu'il coupera mes frais de scolarité et mon fonds de fiducie si tu te bats contre le divorce. Il m'a promis le poste de vice-président l'année prochaine si je reste avec lui. Tu m'as toujours dit d'être ambitieux. Je fais juste ce que tu m'as appris. S'il te plaît, comprends. J'ai laissé tomber le téléphone sur le lit comme s'il était brûlant. C'était l'effacement final. Marc ne m'avait pas seulement pris mon argent et mon travail. Il avait acheté l'âme de mon fils. Il avait utilisé la richesse que j'avais contribué à construire pour corrompre mon propre enfant contre moi. Je me suis recroquevillé sur le dessus du couvre-lit sale, les genoux contre ma poitrine. Les larmes sont finalement venues, chaudes et rapides. J'ai pleuré pour le garçon à qui je lisais des histoires au coucher. J'ai pleuré pour la sœur que j'avais protégée dans la cour de récréation. J'ai pleuré pour le mari en qui j'avais cru quand il n'était rien d'autre qu'un sourire et un costume bon marché. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait et que les larmes se séchaient en sel croûteux sur mes joues, quelque chose d'autre a commencé à s'installer dans ma poitrine. C'était froid et lourd, comme une pierre. Il pensait m'avoir effacé. Il pensait qu'en prenant les cartes de crédit et les mots de passe, il m'avait pris mon pouvoir. Ils ont oublié une chose. Ils ont oublié qui a construit le château dans lequel ils étaient assis. Ils ont oublié qui a conçu les systèmes de sécurité, qui a rédigé les contrats et qui savait où les corps étaient enterrés. Marc pensait que H&M Immobilier fonctionnait grâce à son charme. Il était sur le point d'apprendre que cela fonctionnait grâce à mon cerveau. Et bien qu'il ait peut-être volé les clés de la porte d'entrée, il avait oublié que l'architecte laisse toujours une porte dérobée. J'ai fixé la tache d'eau au plafond, attendant que le soleil se lève. Je n'étais plus Heather la femme. Je n'étais plus Heather la mère. J'étais Heather l'architecte. Et j'étais sur le point de faire tomber toute la maison. Dormir était impossible dans cette chambre de motel. Le bruit de la circulation de l'autoroute était un bourdonnement constant, mais c'était le bruit dans ma tête qui me tenait éveillé. Des souvenirs, nets et irréguliers, jouaient en boucle. Pour comprendre pourquoi j'étais allongé sur un matelas sale avec $10 dans ma poche, je devais revenir en arrière. Je devais regarder les fondations de ma vie et réaliser qu'elles étaient fissurées depuis le début. J'ai grandi dans une petite ville de l'Ohio, l'aînée de 2 filles. Mon père est mort quand j'avais 7 ans, laissant ma mère, Joyce, nous élever seuls. Sa mort a brisé quelque chose en elle. Ou peut-être que cela a simplement révélé qui elle était vraiment. C'était une femme qui avait besoin d'être adorée, qui avait besoin d'être le centre d'attention, et elle a projeté ce besoin sur ses enfants, ou plutôt sur un enfant. Brenda est née belle. Même bébé, elle avait des boucles de cheveux dorés et de grands yeux bleus en soucoupe qui faisaient s'arrêter les étrangers dans la rue. J'étais simple, cheveux bruns, yeux sérieux, solides. J'étais la responsable. Brenda était la princesse. Je me suis souvenu du jour où j'ai eu 18 ans. Je venais de recevoir ma lettre d'acceptation à l'université de Chicago avec une bourse partielle. C'était mon ticket de sortie. J'avais travaillé dans 3 emplois à temps partiel tout au long du lycée, tutorat, serveuse, mise en rayon de livres à la bibliothèque, pour économiser pour le reste des frais de scolarité. J'ai couru dans la cuisine en agitant la lettre. Maman, j'ai été acceptée. Joyce était à table en train de peindre les ongles de Brenda. Brenda avait alors 12 ans,
déjà exigeante et irritée. C'est bien, Heather, a dit maman sans lever les yeux. Mais baisse la voix. Brenda a mal à la tête. Mais, maman, c'est Chicago. C'est le programme de commerce. Joyce a soupiré, me regardant enfin. Ses yeux n'étaient pas remplis de fierté. Ils étaient calculateurs. Heather, chérie, nous devons parler de cet argent que tu as économisé. Mon fonds universitaire. Eh bien, Brenda a été repérée. Il y a un congrès de mannequinat à Orlando le mois prochain. Cela pourrait être sa grande chance, mais les frais, le voyage, les photos de portfolio, c'est cher. Mon estomac s'est serré. Maman, c'est mon argent pour les frais de scolarité. Je l'ai gagné. Tu es tellement égoïste, Heather, a renchéri Brenda, soufflant sur ses ongles mouillés. Tu ne veux pas que je sois célèbre? Quand je serai riche, je t'achèterai une voiture. Heather, a dit maman, sa voix prenant ce ton, celui qui mélangeait la culpabilité à l'ordre. Tu es la plus forte. Tu es intelligente. Tu peux toujours trouver un moyen. Tu peux travailler une autre année, prendre des cours du soir. Mais Brenda, elle est délicate. C'est son rêve. Tu ne voudrais pas briser le rêve de ta sœur, n'est-ce pas? Les familles se sacrifient les unes pour les autres. Je leur ai donné l'argent. Bien sûr que je l'ai fait. J'avais été conditionné pendant 18 ans à croire que ma valeur ne résidait que dans ce que je pouvais leur fournir. J'étais le bouc émissaire, la mule, la réparatrice. Brenda était l'enfant en or, la star, celle qui méritait de briller. Brenda est allée à Orlando. Elle n'a pas été embauchée. Elle a dépensé l'argent en vêtements et en parcs à thème. J'ai passé l'année suivante à travailler en double quart dans un restaurant pour récupérer l'argent. J'ai commencé l'université avec un an de retard, épuisé mais déterminé. Cette dynamique n'a jamais changé. Elle a juste évolué. Quand j'ai obtenu mon diplôme en tête de ma classe, maman n'est pas venue à la cérémonie parce que Brenda avait une forte anxiété à cause d'une rupture avec un petit ami de 2 semaines. J'ai traversé la scène seule. Quand j'ai obtenu ma première grande promotion dans une entreprise financière, maman a dit, c'est génial, chérie. Dis, tu peux prêter $2000 à Brenda? Son propriétaire est déraisonnable. J'ai payé le loyer de Brenda. J'ai payé ses réparations de voiture. J'ai payé ses cours de théâtre auxquels elle n'a jamais assisté. J'ai acheté un condo à maman pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter des escaliers. Je pensais que j'achetais leur amour. Je pensais que si je donnais assez, travaillais assez dur, résolvais assez de problèmes, ils finiraient par me regarder comme ils regardaient Brenda. Je pensais qu'un jour maman prendrait mon visage dans ses mains et dirait, « Je suis tellement fier de toi, Heather. Tu es ma joie. » Mais je n'ai jamais été leur joie. J'étais leur facture de service public. J'étais leur filet de sécurité. Et puis j'ai rencontré Marc. Il était charmant, ambitieux et semblait me voir. Il m'a dit que j'étais brillante. Il m'a dit que j'étais belle. Je ne me suis pas rendu compte alors qu'il avait le même regard calculateur dans les yeux que ma mère. Il n'a pas vu une âme sœur. Il a vu un hôte. Il a vu une femme qui était formée pour tout donner et ne rien demander en retour. Il s'est parfaitement intégré dans l'espace vide de mon cœur que ma mère et ma sœur avaient creusé. Je l'ai épousé en pensant que je construisais une nouvelle famille, une meilleure famille. Allongé dans la chambre de motel sombre, la réalisation m'a frappé avec la force d'un coup physique. Je n'avais pas échappé à la dynamique familiale en épousant Marc. Je l'avais recréé. Marc était l'enfant en or, exigeant l'adoration et les ressources. J'étais toujours le bouc émissaire, travaillant dans l'ombre pour que les lumières restent allumées. Et Brenda n'était que la conclusion inévitable. Les 2 parasites de ma vie s'étaient enfin trouvés. Tu es la plus forte, Heather. La voix de ma mère a résonné dans ma mémoire. Eh bien, elle avait raison sur une chose. J'étais forte. Assez forte pour les porter pendant 40 ans. Et maintenant, que Dieu les aide. J'étais assez forte pour les laisser tomber. Je me suis assise sur le lit, les ressorts métalliques grinçant. Je n'allais plus pleurer. La tristesse avait disparu, remplacée par une clarté froide et clinique. Il voulait la délicate Brenda. Il voulait le rêveur Marc. Très bien. Ils pouvaient savoir l'un l'autre, mais ils ne pouvaient pas avoir mon argent. Ils ne pouvaient pas avoir mon entreprise.
J'ai attrapé mon sac d'ordinateur portable. Il était temps d'arrêter d'être la fille qui se sacrifiait. Il était temps d'être le PDG qui liquidait les actifs non performants. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux sales de la chambre de motel, projetant de longues ombres poussiéreuses sur le sol. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Heureusement, j'avais un point d'accès Wi-Fi portable dans mon sac, une habitude depuis des années à voyager pour le travail. Marc ne pouvait pas couper un appareil dont il ne connaissait pas l'existence. Je ne me suis pas encore connecté au compte bancaire. Je savais que ses portes étaient verrouillées. Au lieu de cela, j'ai ouvert un fichier nommé H&M Archive 01. Pour comprendre comment j'allais détruire Marc, vous devez comprendre comment je l'ai construit. J'ai rencontré Marc il y a 22 ans lors d'un cocktail de réseautage immobilier dans le centre-ville de Chicago. Il avait 29 ans, portait un costume qui ne lui allait pas tout à fait, tenait un verre de vin bon marché et tenait la cour avec un groupe d'investisseurs. Il était électrique. Il avait un sourire qui pouvait vendre de la glace à un Esquimau, un rire qui vous donnait l'impression d'être la personne la plus drôle de la pièce. J'avais 25 ans, une analyste junior dans une grande entreprise, debout dans un coin, serrant mon classeur d'études de marché. Je l'ai regardé travailler la salle. Il était charismatique, oui, mais je pouvais entendre ce qu'il disait. Il débitait des mots à la mode, faisant des promesses de rendement qui étaient mathématiquement impossibles. Il m'a coincé près du buffet. On dirait que vous analysez l'intégrité structurelle du cocktail de crevettes, a-t-il plaisanté. Je n'ai pas souri. J'analyse votre argumentaire à ces investisseurs. Vous promettez un taux de capitalisation de 15% sur une propriété dans un quartier en déclin. Vous allez perdre leur argent. Il a cligné des yeux, surpris. Puis il a ri. D'accord, vous m'avez attrapé. Je suis un homme d'idées, pas un homme de chiffres. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne les choses ennuyeuses. Les choses ennuyeuses sont ce qui vous empêche d'aller en prison, ai-je dit sèchement. Il est tombé amoureux de moi, ou au moins de ce que je pouvais faire pour lui tout de suite. Dans les 6 mois, nous étions mariés. Dans l'année, nous avons créé H&M Immobilier. La répartition du travail a été établie immédiatement. Marc était le visage. Il était le PDG. Il assistait aux réunions avec les clients, jouait au golf avec les développeurs et donnait des interviews aux revues économiques. Il adorait les projecteurs. Il adorait le titre. Moi, j'étais l'architecte. J'étais la directrice de l'exploitation, COO. Mais en réalité, je faisais tout le reste. Je trouvais les propriétés. Je négociais les prêts. Je gérais les entrepreneurs. Je me battais avec le conseil municipal pour obtenir les permis de zonage. Je faisais les impôts, la paie, la conformité juridique. Notre premier grand projet était une catastrophe annoncée. Marc avait acheté un entrepôt délabré dans le quartier des abattoirs, convaincu que ce serait la prochaine conversion en loft à la mode. Il avait payé un demi-million de dollars de trop. L'entrepreneur qui l'avait engagé s'était enfui avec la compte. Nous étions au bord de la faillite avant même d'avoir vendu une seule unité. Je me souviens d'être assise à notre table de cuisine, enceinte de Tyler, regardant l'encre rouge sur le grand livre. Marc arpentait la pièce, paniqué, transpirant à travers sa chemise. « C'est fini, Heather » a-t-il crié. « Ma réputation est ruinée. Ils vont me poursuivre. »« Assieds-toi » ai-je ordonné. J'ai pris les bijoux de ma grand-mère, le seul héritage que j'ai jamais reçu, conservé à l'abri de ma mère et de Brenda, et je les ai vendus. J'ai liquidé mon plan d'épargne retraite, 401K. J'ai renégocié les conditions avec la banque, en présentant un plan d'affaires si détaillé, si infaillible, que l'agent de prêt a dit que c'était le meilleur qu'il ait jamais vu. J'ai renvoyé le copain de Marc, qui agissait comme chef de projet, et j'ai pris la direction du chantier moi-même, me dandinant à travers les zones de construction avec un ventre de 6 mois. Nous avons terminé le projet. Nous avons tout vendu en 3 semaines. Marc a été salué comme un visionnaire dans Cranes Chicago Business. Le titre disait « Mark Bryant, le nouveau roi des lofts ». Il a ramené le magazine à la maison, rayonnant « Regarde ça, chérie ». On l'a fait. Il ne m'a pas mentionné dans l'interview, pas une seule fois. Quand je l'ai fait remarquer, gentiment, il m'a embrassé sur le front. « Chérie, tu sais comment sont les médias. Ils aiment les récits singuliers. De plus, tu détestes les projecteurs. Tu es mon arme secrète. Le pouvoir derrière le trône.
J'ai accepté. Je me suis dit que c'était pour la famille. Je me suis dit que tant que l'entreprise réussissait, peu importait qui était sur la couverture. J'ai été stupide. Pendant 20 ans, j'ai construit la scène, réglé les lumières et écrit le scénario. Marc est juste sorti, a salué et l'entreprise a grandi. Nous nous sommes étendus à l'immobilier commercial, au condominium de luxe, au projet à usage mixte. Nous valions des millions, mais la structure de l'entreprise était mon chef-d'œuvre. Marc était négligent avec les détails. Il détestait lire les contrats. Il détestait les mots de passe. Règle ça, Heather, était son expression fétiche. Alors, j'ai mis en place l'infrastructure numérique. J'ai créé le réseau complexe de LLC pour limiter la responsabilité. J'ai mis en place les virements bancaires automatisés. Et parce que Marc était paranoïaque à l'idée que des employés le volent, il a insisté sur un serveur interne localisé et hautement crypté pour nos données financières les plus sensibles. Il voulait une clé fantôme, un accès administratif principal qui pourrait contourner tous les autres protocoles au cas où nous serions enfermés ou pris en otage par celui-ci. Seulement toi et moi connaîtrons la clé fantôme, avait-il dit. Mais Marc n'a jamais pris la peine de mémoriser la chaîne complexe de 64 caractères que j'ai générée. Il l'a écrite sur un post-it, l'a mis dans le tiroir de son bureau pendant une semaine, puis l'a jetée, supposant que je serais toujours là pour la taper pour lui. Il avait raison. J'ai toujours été là, jusqu'à hier. Maintenant, assise dans le motel, je regarde l'écran de connexion du serveur privé H&M, le tunnel VPN est sécurisé. Marc pensait qu'en appelant la banque et en me supprimant comme signataire, il m'avait coupé du monde. Il pensait qu'en me renvoyant par le biais des RH, il avait révoqué mon accès. Il s'est appuyé sur les protocoles standards. Il s'est appuyé sur la porte d'entrée. Il a oublié la clé fantôme. Mes doigts planent au-dessus du clavier. Je tape la chaîne de caractères. C'est une ligne d'un poème que j'aimais, mélangée aux coordonnées GPS du premier bâtiment que nous ayons jamais acheté et à la date à laquelle Tyler a perdu sa première dent. Marc ne connaissait aucune de ces choses. Traitement de l'authentification. Accès accordé. Niveau administrateur. L'écran est inondé de données. Tout le système nerveux de l'immobilier H&M s'étale devant moi, email, virements bancaires, journaux de virement, documents fiscaux, historique de chat privé. Je ne regardais pas seulement une entreprise. Je regardais la scène de crime de mon mariage. J'ai commencé à télécharger. Je ne voulais pas seulement quelques fichiers. Je voulais tout. Tous les emails que Marc avait envoyés au cours des 5 dernières années. Chaque note de frais, chaque virement aux îles Caïmans ou en Suisse. Et c'est là que je l'ai vu. Un dossier intitulé Projet B. Ce n'était pas un projet de construction. B signifiait Brenda. J'ai ouvert le dossier et le sang s'est retiré de mon visage. Ce n'était pas seulement une liaison. C'était un détournement de fonds à grande échelle. Date, montant, reçu. 12 janvier, virement de 50 000 $ à B. Miller Consulting, le nom de jeune fille de Brenda. 14 février, 12 000 $ Cardier. 1er mars, 4 500 $ de loyer mensuel, suite de luxe, l'hôtel Drake. Il entretenait Brenda comme une concubine aux frais de l'entreprise depuis 3 ans. Mais c'était plus profond. J'ai vu des virements vers une société écran que je ne reconnaissais pas, Orion Holdings. Le signataire d'Orion Holdings n'était pas Marc. C'était Brenda. Et les actifs transférés à Orion n'étaient pas seulement de l'argent liquide. C'étaient des titres de propriété. Marc transférait lentement les titres de nos propriétés non grevées les plus précieuses à une société appartenant à ma sœur. Il vidait l'immobilier H&M de sa substance, se préparant à me laisser avec la coquille vide pendant que lui et Brenda s'en allaient avec les actifs. Je me suis senti malade. Il ne s'agissait pas seulement de me remplacer en tant qu'épouse. C'était du grand banditisme. C'était du vol. Mais en parcourant les documents, un sourire froid a touché mes lèvres. Marc était un acteur, pas un architecte. Il ne comprenait pas les documents qu'il signait. Dans son arrogance, et dans la cupidité de Brenda, ils avaient commis des erreurs bâclées et amateurs. Ils avaient falsifié ma signature sur les transferts de titres. Je pouvais le voir sur les PDF, une copie-collée numérique maladroite de ma signature provenant d'un autre document. Et sur l'accord d'exploitation d'Orion Holdings, Brenda avait indiqué son adresse permanente. C'était mon adresse, la maison que j'ai payée. Je les tenais.
Je les tenais à carreau, mais je ne pouvais pas frapper tout de suite. Si j'allais à la police maintenant, Marc prétendrait que c'était une erreur administrative, paierait une amende et m'enterrerait sous des litiges pendant des années. Il avait les moyens de payer des avocats. Moi, j'avais $10. Non, je devais les laisser se pendre eux-mêmes. Je devais les laisser se sentir en sécurité. Je devais les laisser penser que j'étais vaincu, ruiné et caché dans un trou. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'avais les plans de leur destruction. Maintenant, je devais juste construire le piège. La preuve numérique du projet B brûlait dans mon esprit, me forçant à me rappeler exactement comment Brenda s'était infiltrée dans mon sanctuaire. Cela a commencé il y a 5 ans, une époque où l'immobilier H&M était en plein essor et ma garde était baissée. Brenda venait de traverser son 3e divorce. Son ex-mari, un mécanicien honnête nommé Dave, l'avait quittée parce qu'elle refusait de travailler et dépensait son chèque de paie en sac à main de créateur qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle s'est présentée à ma porte avec 2 valises et une histoire à pleurer qui lui aurait valu un Oscar. Il était violent, Heather, a-t-elle pleuré, se jetant dans mes bras. J'ai appris plus tard que violent signifiait qu'il avait coupé sa carte de crédit. Je n'ai nulle part où aller. Maman a dit que tu m'aiderais. Joyce m'a appelé 10 minutes plus tard. Heather, tu as cette grande maison avec toutes ces chambres d'amis vides. Laisse ta sœur rester quelques semaines. Elle a juste besoin de se remettre sur pied. La famille est de la famille. J'ai accepté. J'acceptais toujours. Quelques semaines se sont transformées en 6 mois. Brenda s'allongeait au bord de ma piscine toute la journée en buvant mon vin et en critiquant mon personnel de jardinage. Marc, à l'époque, semblait agacé par sa présence. Elle est paresseuse, Heather, se plaignait-il. Elle traite notre maison comme un hôtel. Je l'ai défendue. Elle est en deuil, Marc. Laisse-lui du temps. Puis est venue la demande. J'ai besoin d'un emploi, a annoncé Brenda un soir au dîner. Je m'ennuie. Je veux travailler pour vous. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Brenda, nous dirigeons une entreprise d'immobilier commercial. C'est une forte pression. Quelles compétences as-tu pour cela? Je suis bonne avec les gens, a-t-elle insisté. Je peux être. Je ne sais pas relation avec les clients. Je peux organiser les fêtes. Je peux parler aux investisseurs. Vous êtes tellement coincé. Vous avez besoin de quelqu'un d'amusant. Non, ai-je dit. C'était l'une des rares fois où j'ai fixé une limite. Mais Joyce est intervenue. Elle a fait 40 minutes de route pour prendre un café avec moi. Heather, c'est la chance pour Brenda d'être responsable. Si tu ne lui donnes pas un emploi, elle va sombrer. Veux-tu qu'elle vive sur ton canapé pour toujours? Donne-lui un salaire. Laisse-la déménager. Marc pense que c'est une bonne idée. J'ai cligné des yeux. Marc pense ça? Je lui ai parlé, dit Joyce en douceur. Il pense que Brenda pourrait t'aider à adoucir l'image de l'entreprise. Tu sais que tu peux être un peu intense, chérie. J'ai confronté Marc. Tu veux embaucher Brenda? Marc a haussé les épaules, ajustant sa cravate. Ta mère a soulevé un bon point. Nous avons besoin de quelqu'un pour s'occuper des trucs sociaux. Les galas, les événements caritatifs. Tu détestes ces trucs. Laisse-la faire. Paie-lui un salaire d'assistante. Sors-la de la maison. C'est gagnant-gagnant. J'ai cédé. J'ai créé un titre, directrice des événements spéciaux. Au début, ça semblait bien. Brenda a déménagé dans un condo, que j'ai subventionné, et elle a organisé la fête de Noël de l'entreprise. C'était somptueux, hors budget, mais réussi. Puis les changements subtils ont commencé. Brenda a commencé à venir au bureau tous les jours, vêtue non pas de tenue professionnelle, mais de robe moulante qui était juste à la limite de l'inapproprié. Elle passait des heures dans le bureau de Marc à discuter de la logistique des événements. Je passais et je les entendais rire. Chaque fois que j'entrais dans la pièce, ils s'arrêtaient. Qu'est-ce qui est si drôle, demandais-je, ressentant un picotement de malaise. Juste une blague sur un client, disait Brenda, souriant de ce sourire sacchariné. Tu ne comprendrais pas, Heather. C'est une blague interne. Elle a commencé à se joindre à nous pour les déjeuners d'affaires. Puis elle a commencé à me remplacer. Heather, reste et termine les projections trimestrielles, disait Marc.
Brenda et moi emmènerons les développeurs au steakhouse. Tu sais que tu détestes les conversations insignifiantes. Et je détestais les conversations insignifiantes. J'adorais le travail, alors je les ai laissés partir. Je suis resté au bureau à manger une salade à mon bureau, à faire des calculs, à m'assurer que nos marges bénéficiaires étaient saines, pendant que mon mari et ma sœur buvaient des martinis et riaient à mes dépens. J'ai remarqué des changements chez Marc. Il a commencé à s'habiller plus jeune. Il a acheté une Porsche dont il n'avait pas besoin. Il a commencé à rester dehors tard pour faire du réseautage. Lorsque j'ai exprimé mon inquiétude, Joyce m'a gaslighté à l'extrême. Tu es paranoïaque, Heather, m'a-t-elle grondé. Tu devrais être heureuse que Marc et Brenda s'entendent bien. La plupart des hommes détestent leur belle famille. C'est une bénédiction. Ne gâche pas ça avec ta jalousie. Ce n'est pas convenable. Elle m'a fait me sentir comme une mégère folle et insécurisée. Maintenant, en regardant le dossier Project B sur mon ordinateur portable, j'ai vu la réalité. Les dîners de réseautage étaient des rendez-vous. Les voyages d'affaires à Miami étaient des vacances. Et les honoraires de consultation versés à Brenda étaient en fait son allocation pour être sa maîtresse. Le serpent ne s'était pas seulement faufilé dans l'herbe. J'avais ouvert le portail, je l'avais invité à entrer et je lui avais donné du lait chaud. Et le pire, c'est que ma mère avait maintenu le portail ouvert. Joyce avait négocié ça. Elle avait poussé Brenda sur Marc, sachant exactement ce dont Brenda était capable. Elle voulait que Brenda ait la vie que j'avais construite, car dans son esprit tordu, Brenda méritait le royaume, et moi, j'étais juste la bâtisseuse destinée à le construire et à passer à autre chose. J'ai claqué ma main contre le bureau bon marché du motel. La douleur était ancrée. D'accord, ai-je chuchoté à la pièce vide. Vous voulez jouer au jeu amusant et irresponsable? Voyons à quel point c'est amusant quand l'architecte retire le mur porteur. J'ai passé les 6 heures suivantes dans une transe de comptabilité forensique. La clé fantôme me donnait accès à tout, mais je devais être prudente. Si je faisais des changements, si je modifiais des fichiers, les journaux du système pourraient alerter le directeur informatique, un homme nommé Steve, qui m'était fidèle, mais qui répondait maintenant sans aucun doute à Marc. Alors, je suis devenu un fantôme. J'ai copié. J'ai téléchargé. J'ai pris des captures d'écran. J'ai retracé le flux d'argent. C'était pire que je ne le pensais. L'immobilier H&M saignait à blanc pour financer leur style de vie et les transferts à la société écran de Brenda. Marc avait cessé de payer les fournisseurs. Nous avions 3 mois de retard sur les paiements aux équipes de construction pour le nouvel immeuble du centre-ville. Nous étions en défaut de paiement des intérêts pour 2 prêts importants. Marc volait pierre pour payer Brenda. L'entreprise, l'œuvre de ma vie, était un château de cartes. Si les créanciers le découvraient, nous serions insolvables dans 30 jours. Mais ensuite, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait me redresser. C'était une chaîne de mails entre Marc et un détective privé nommé Vance Investigation. L'horodatage datait d'il y a 2 ans. Sujet, surveillance de la cible. H. Bryant. Marc, j'ai besoin de crasse. N'importe quoi. Infidélité. Toxicomanie. Instabilité mentale. J'ai besoin de motifs pour annuler le contrat de mariage. Vance. Monsieur Bryant, nous la suivons depuis 6 mois. Elle va au travail. Elle va à l'épicerie. Elle va chez sa mère. Elle travaille tard. Il n'y a pas de crasse. Cette femme est une sainte. Marc, cherchez plus fort ou inventez quelque chose. Je ne peux pas me permettre de lui donner la moitié. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. 2 ans. Il prévoyait de me jeter depuis 2 ans, mais il ne trouvait pas le moyen de le faire sans perdre d'argent. Et puis un email plus récent daté d'il y a 1 semaine. Marc, oubliez la crasse. Nous allons utiliser l'angle de la dépression nerveuse. Sa famille témoignera. Vance. Joyce, sa mère et sa sœur sont d'accord. Nous prétendrons qu'elle est surmenée, paranoïaque, inapte à diriger. Nous forcerons un vote de défiance avec le conseil d'administration. Marc, une fois qu'elle est sortie, nous déclencherons la clause de rachat à la valorisation la plus basse. Joyce, je peux témoigner qu'elle a été erratique ces derniers temps. Très émotive. Je suis inquiète pour elle, Marc. Nous devons faire ce qui est le mieux pour l'entreprise. J'ai regardé l'écran, les larmes de rage brouillant ma vision.
Ma mère. Ma propre mère complotait pour me faire passer pour une personne mentalement instable afin que son enfant chéri puisse voler mon mari et mon argent. Erratique, ai-je chuchoté. Je vais vous montrer erratique. J'ai creusé plus profondément. J'avais besoin d'un levier. Une preuve de fraude était bonne, mais il faudrait du temps pour la prouver devant les tribunaux. J'avais besoin de quelque chose d'immédiat, quelque chose qui terrifierait Marc. Je l'ai trouvé dans les déclarations de revenus. L'année dernière, pour obtenir un prêt massif d'une société de capital investissement, Marc avait gonflé les taux d'occupation de nos propriétés commerciales. Il avait falsifié les baux des locataires. Il avait physiquement falsifié les signatures de locataires qui n'existaient pas. Ce n'était pas seulement une fraude civile. C'était une fraude bancaire. C'était du temps en prison fédérale. Et les documents de prêt, il était signé par Mark Bryant, PDG. Ma signature n'y figurait pas. J'étais en voyage pour les funérailles de ma tante cette semaine-là, des funérailles que Brenda a manquées, et Mark avait dit qu'il s'occuperait des documents. Il avait signé son propre arrêt de mort, et il ne le savait même pas. J'ai copié les documents de prêt. J'ai copié les faux baux. J'ai créé un dossier qui était une bombe nucléaire. J'ai vérifié l'heure. Il était 14 heures. Je travaillais depuis 12 heures d'affilée. J'avais faim, j'étais sale et je fonctionnais à l'adrénaline. J'avais besoin d'un téléphone jetable. Je ne pouvais pas utiliser mon cellulaire. Il le suivait probablement ou obtenait les journaux. Je suis allé au dépanneur de l'autre côté de la rue, achetant un téléphone prépayé bon marché avec de l'argent liquide. De retour dans la chambre, je me suis assise sur le lit et j'ai regardé le nouveau téléphone. Qui pouvais-je appeler? Mes amis? La plupart d'entre eux étaient des amis de couple que je partageais avec Marc. Ils se rangeraient probablement du côté du charmant Marc ou resteraient neutres. Ma famille? Évidemment pas. Mes employés? Trop risqué. J'avais besoin de quelqu'un de puissant, quelqu'un qui détestait Marc, quelqu'un qui avait les ressources nécessaires pour mener une guerre. Un nom m'est venu à l'esprit, Arthur Sterling. Arthur était un magnate de l'immobilier milliardaire à Chicago, de la vieille fortune, impitoyable, mais avec des principes. Il y a 3 ans, Marc avait surenchéri sur Arthur pour un terrain de choix au bord de la rivière. Marc avait gagné en corrompant un fonctionnaire de la ville chargé du zonage pour reclasser le terrain, une décision à laquelle je m'étais farouchement opposé, mais que Marc avait prise dans mon dos. Arthur avait soupçonné un acte répréhensible. Il avait publiquement qualifié Marc de serpent en costume bon marché. Marc avait ri de ça, mais Arthur n'avait jamais oublié. Si j'allais voir Arthur Sterling avec la preuve de la fraude de Marc, en particulier la fraude qui a lésé Arthur dans cette affaire de terrain. C'était un Ave Maria. Arthur pourrait simplement se moquer de moi. Il pourrait me mettre à la porte. Mais il était la seule personne à Chicago avec assez de pouvoir pour me protéger de l'équipe juridique de Marc. J'ai composé le numéro de Sterling Enterprises. Je le connaissais par cœur. Je l'avais regardé assez souvent quand nous étions rivaux. Sterling Enterprises, bureau de direction. Une voix vive a répondu. Je dois parler à Monsieur Sterling immédiatement. Monsieur Sterling est en réunion. Puis-je vous demander à quoi cela se rapporte? Dites-lui que c'est Heather Bryant. Dites-lui que je sais comment Mark Bryant a obtenu le permis de zonage du bord de la rivière et dites-lui que j'ai les emails. Il y a eu une pause. Attendez, s'il vous plaît. 30 secondes plus tard, une voix rauque et profonde s'est fait entendre au téléphone. Madame Bryant, à quoi dois-je le plaisir? Votre mari vous envoie-t-il pour vous réjouir? Mon mari vient de me renvoyer, a vidé mes comptes bancaires et a installé sa maîtresse dans ma maison, ai-je dit, ma voix ferme. Je ne suis pas ici pour me réjouir, monsieur Sterling. Je suis ici pour le réduire en cendres. Et je pensais que vous pourriez vouloir apporter les guimauves. Silence. Puis un rire étouffé. Je vous écoute. Avant d'aller rencontrer Arthur Sterling, il y avait une blessure de plus que je devais cautériser, un fichier que j'avais évité dans la base de données de H&M, la fiducie Tyler. Tyler était mon point faible. Mon talon d'Achille. Je l'avais protégé du narcissisme de Marc toute sa vie. Quand Marc a oublié l'anniversaire de Tyler, j'ai acheté le cadeau et j'ai signé le nom de Marc. Quand Marc a manqué les matchs de soccer de Tyler, j'ai dit à Tyler que papa travaillait dur pour notre avenir. Je l'avais élevé à croire que son père était un héros,
couvrant la réalité que son père était un égoïste négligent. Je réalisais maintenant que c'était ma plus grande erreur. J'avais protégé Tyler de la vérité et, ce faisant, j'avais permis à Mark d'acheter sa loyauté avec des mensonges. J'ai ouvert les documents du fonds en fiducie. Mark avait récemment modifié les conditions. À l'origine, la fiducie devait être versée à l'âge de 25 ans, sous réserve de l'obtention d'un diplôme universitaire. Les nouvelles conditions, datées d'il y a 2 semaines, accès immédiat à un versement en espèces de 200 000 $. Transfert de titre, Porsche 911 2023. Et la correspondance jointe, Tyler, papa, maman va péter un câble si j'abandonne le semestre prochain. Mark, maman ne sera plus en charge très longtemps, T. Elle te traite comme un enfant. Je te traite comme un homme. Tu veux la voiture? Tu veux l'argent? Tu dois juste me soutenir le moment venu. Tu dois dire aux avocats que maman agit bizarrement, qu'elle est instable. Tyler, elle a été un peu stressée ces derniers temps. Mark, exactement. Elle perd la tête. Nous devons protéger l'entreprise. Si tu restes avec moi, je ferai de toi le vice-président des acquisitions l'année prochaine. Pas besoin de diplôme. Tu peux apprendre sur le tas comme je l'ai fait. Tyler, vice-président, sérieusement. D'accord, je suis partant. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai lu les mots et mon cœur ne s'est pas seulement brisé, il s'est brisé en poussière. Vice-président des acquisitions. Tyler échoue à l'introduction à l'économie. Il passe ses fins de semaine à jouer à des jeux vidéo et à dormir jusqu'à midi. Il n'était pas qualifié pour tenir un stand de limonade, encore moins un département dans une entreprise de plusieurs millions de dollars. Mark le préparait à l'échec, flattant son ego pour l'utiliser comme un pion contre moi. Et Tyler, mon doux garçon, il avait vendu sa mère pour une Porsche et un titre qu'il n'avait pas mérité. Je me suis souvenu du texto qu'il m'avait envoyé hier soir. Papa dit qu'il va couper mes frais de scolarité. Il ne s'inquiétait pas des frais de scolarité. Il s'inquiétait de l'argent facile. J'ai sorti le relevé de carte de crédit de Tyler, celui que je payais, magasin d'alcool, boîte de nuit, jeux de hasard en ligne, boîte de nuit, club de striptease. Il sombrait, et au lieu d'être un parent pour lui, Mark finançait sa descente pour acheter un allié. J'ai pris mon téléphone jetable. J'ai hésité. C'était mon fils. Mais le garçon qui s'est assis sur ce canapé et m'a dit d'accepter la réalité n'était pas le garçon que j'ai élevé. Il était une création de son père. Si je continuais à amortir sa chute, je le perdrais à jamais dans le monde de corruption et de superficialité de Mark. La seule façon de le sauver vraiment, était de le laisser s'écraser. J'ai rédigé un texto. Je ne l'ai pas encore envoyé. Je l'ai juste écrit, regardant le curseur, Tyler, j'ai vu les emails. J'ai vu la voiture. Tu as choisi la voie facile. Mais la voie facile est un piège. Quand ton père aura fini de t'utiliser, il te jettera comme il l'a fait pour moi. Je t'aime assez pour te laisser apprendre ça à la dure. Bonne chance, monsieur vice-président. J'ai enregistré le brouillon. J'ai essuyé mes yeux. J'ai navigué jusqu'au système de paix. J'ai retiré Tyler de la paix de stagiaire sur laquelle il était depuis 3 ans malgré le fait qu'il ne soit jamais venu au bureau. Je ne pouvais pas toucher à la fiducie. Mark contrôlait ça maintenant. Mais je pouvais toucher à l'assurance maladie. Tyler était sur ma police. La police que je payais personnellement. Dépendant retiré, Tyler Bryant. Raison, n'est plus un étudiant à temps plein. C'était mesquin. C'était petit. Mais c'était la première fois en 21 ans que je ne réparais pas quelque chose pour lui. Mon téléphone a vibré. C'était l'adresse de la réunion avec Arthur Sterling. 1h, le Union League Club, salle de la bibliothèque. Venez seul. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai éclaboussé de l'eau froide sur mon visage. J'ai essayé de réparer mes cheveux. Mon tailleur était froissé, mais je l'ai brossé. J'ai mis une couche de rouge à lèvres, mon armure. Je me suis regardé dans le miroir. La femme qui me regardait avait l'air fatiguée. Oui, mais elle avait l'air dangereuse. Elle ressemblait à une mère qui avait perdu ses petits et qui n'avait plus rien à perdre. Tu veux un stable, Mark, ai-je dit à mon reflet. Je vais vous montrer ce que c'est que d'être tectonique. Je suis entré au Union League Club portant le même costume froissé dans lequel j'avais fui ma maison,
avec un sac d'ordinateur portable contenant suffisamment de preuves pour envoyer mon mari en prison fédérale. Le portier m'a regardé avec scepticisme. Cet endroit sentait le vieil argent, les cigares et l'acajou, un monde qu'Arthur Sterling dominait. Je l'ai trouvé dans la bibliothèque, assis dans un fauteuil à oreilles en cuir en train de lire le Financial Times. Il avait 65 ans, les cheveux argentés et des yeux comme du silex poli. Il ne s'est pas levé quand je me suis approché. « Madame Bryant, a-t-il dit, pliant son journal. Vous avez l'air terrible. » Je me sens terrible, ai-je admis, m'enfonçant dans le fauteuil en face de lui. Mais mon cerveau fonctionne très bien. Vous avez mentionné l'affaire du bord de rivière, a dit Arthur, à l'endroit au but. Vous avez dit que vous aviez des preuves. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas perdu de temps avec des politesses. J'ai affiché le dossier que j'avais compilé dans la chambre de motel. J'ai tourné l'écran vers lui. Il y a 3 ans, Marc vous a surenchéri pour le terrain au bord de la rivière. Vous soupçonniez qu'il avait corrompu le commissaire à la planification, Frank Miller. Vous aviez raison. Arthur s'est penché en avant, ses yeux se rétrécissant. Voici le virement bancaire, ai-je dit, pointant l'écran. 50 000 $ à une société écran appelée Miller Consulting. Et voici les emails entre Marc et Miller discutant des frais de rezonage accélérés. Marc a été négligent. Il a utilisé son email personnel pour le contact initial. Arthur a examiné les documents. Son expression n'a pas changé, mais l'air autour de lui semblait devenir plus froid. Pourquoi me montrez-vous cela maintenant? Vous étiez la COO. Vous avez profité de cette affaire. Je ne savais pas, ai-je dit, ma voix ferme. Marc tenait un grand livre caché. Je l'ai trouvé la nuit dernière après qu'il m'ait expulsé de ma maison, gelé mes comptes et installé ma sœur dans mon lit. Les lèvres d'Arthur se sont incurvées, un éclair de surprise traversant son visage. Votre sœur? Et ma mère les encourage, ai-je ajouté, un rire amer s'échappant de mes lèvres. C'est une réunion de famille en bonne et due forme, et je suis la seule à ne pas être invitée. J'ai pris une inspiration. Monsieur Sterling, je ne suis pas venu ici pour bavarder. Je suis venu ici pour conclure un marché. Marc essaie de me détruire. Il a falsifié ma signature sur des prêts frauduleux. Il détourne des fonds de l'entreprise. Il va laisser H&M Real Estate comme un cratère fumant. Et vous voulez que je vous sauve, a demandé Arthur, haussant un sourcil. Non, je veux que vous m'aidiez à l'enterrer, et en échange, je vous donnerai la propriété au bord de la rivière. Arthur a fait une pause. Continuez. Marc est surendetté. Il manque de liquidité. Il est sur le point de ne pas honorer ses prêts de construction. Si vous intervenez maintenant en tant qu'investisseur chevalier blanc, en offrant un prêt relais pour sauver le projet, il l'acceptera. Il est désespéré. Et dans le contrat de prêt, nous incluons une clause de garantie. S'il ne respecte pas ses engagements, ce qu'il fera parce que je connais les vrais chiffres, vous saisirez les actifs, en particulier l'acte de propriété du bord de la rivière. Arthur m'a regardé fixement pendant un long moment. Le silence s'est étiré, lourd et tendu. Puis un lent sourire s'est répandu sur son visage. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un prédateur reconnaissant un autre prédateur. Vous êtes vindicative, n'est-ce pas, a dit Arthur doucement. Je suis efficace, ai-je corrigé. Marc pense que je suis une femme éconduite qui va pleurer dans un coin. Il ne réalise pas que c'est moi qui ai écrit son plan d'affaires. Arthur a fermé mon ordinateur portable et l'a repoussé vers moi. Je vous apprécie, Heather. Vous avez du cran. Marc m'a toujours semblé être un pan. Plein de plumes, pas de vol. Mais vous, vous êtes un faucon. Il a sorti son téléphone. Je vais appeler mon conseiller personnel. C'est le meilleur avocat de Chicago. Il vous représentera dans le divorce. À titre gracieux. Considérez cela comme un investissement dans notre nouveau partenariat. Merci, ai-je chuchoté, le soulagement m'envahissant. Et Heather a ajouté Arthur, ses yeux durs. Ne me décevez pas. Si nous faisons cela, nous le détruisons complètement. Pas de pitié. Pas question de le reprendre quand il pleure. Il ne pleurera pas, ai-je dit, pensant au sourire narquois sur le visage de Marc quand il a enlevé ma bague. Il hurlera. Arthur a hoché la tête. Bien. Maintenant, trouvons-vous une chambre d'hôtel qui ne facture pas à l'heure.
On ne peut pas planifier une guerre si on n'a pas dormi. Cette nuit-là, j'ai dormi dans une suite au Four Seasons, payée par Sterling Enterprises. J'ai pris un long bain, frottant la crasse du motel sur ma peau. Alors que je me couchais dans les draps propres et frais, j'ai senti un changement profond en moi. Pendant 20 ans, j'avais été la réparatrice. J'avais aplani les erreurs de Marc, nettoyé ses gaffes, fait en sorte qu'il ait l'air bien. J'avais été la colle invisible qui maintenait tout ensemble. Maintenant, j'allais être le solvant. J'allais dissoudre tout ce qu'il pensait posséder. J'ai pris mon téléphone jetable et j'ai envoyé un SMS à Arthur avec un seul mot, prêt. 3 jours plus tard, le piège était tendu. L'avocat d'Arthur, un homme terriblement calme nommé David Cohen, avait rédigé l'accord de règlement. C'était un chef-d'œuvre de tromperie juridique. En apparence, cela ressemblait à une reddition totale. La proposition 1. Marc conserve le domicile conjugal. 2. Marc conserve la pleine propriété de H&M Real Estate. 3. Heather reçoit une somme forfaitaire de $500 000, une fraction de ce qui m'était dû. 4. Heather renonce à toute demande de pension alimentaire future. Il semblait que j'abandonnais. Il semblait que j'étais brisé, désespéré d'avoir de l'argent et que je voulais juste m'enfuir. Marc adorerait ça. Cela nourrissait parfaitement son ego. Mais enfoui profondément dans le document de 60 pages, dans la section 14, sous-section C, paragraphe 4, se trouvait la clause de la pilule empoisonnée. Dans le cas où une partie à cet accord se révélerait avoir commis une activité criminelle non divulguée, une fraude ou un détournement de fonds pendant le mariage ou serait reconnu coupable d'un crime dans les 24 mois suivant la signature, l'intégralité de cet accord serait nulle. Dans ce cas, tous les actifs, y compris 100% des actions de la société et des biens immobiliers, reviendraient à la partie non fautive à titre de dommages et intérêts punitifs. Marc n'a jamais lu les petits caractères. Il payait des avocats pour le faire. Mais son avocat, Robert Vance, était paresseux. Je le savais parce que j'avais l'habitude de payer ses factures. Vance parcourait les contrats en diagonale. Il recherchait les gros chiffres, le paiement, la pension alimentaire. Il ne chercherait pas une clause de réversion spécifique enfouie dans un texte standard sur la responsabilité. J'ai rencontré Marc et son avocat au bureau de Vance. Je ne portais pas de maquillage. Je portais un vieux pull. J'ai gardé la tête baissée, regardant le sol. Je devais vendre l'image de la femme vaincue. Marc est entré comme s'il possédait le monde. Il portait un nouveau costume italien et sentait l'eau de Cologne chère, probablement un cadeau de Brenda. Eh bien, regardez qui est sorti de son trou, a ricané Marc en s'asseyant. J'espère que tu es prête à signer, Heather. Brenda et moi avons des faire-part de mariage à commander. Donnez-moi juste le chèque, ai-je dit, ma voix tremblant. Je veux juste partir, Marc. Je ne peux plus te combattre. Marc a ri, jetant un coup d'œil à Vance. Tu vois, je t'avais dit qu'elle plierait. Elle n'a pas l'estomac pour ça. Vance a fait glisser les papiers sur la table. Accord standard, Heather. Tu repars avec un demi-million, une rupture nette. Signe juste ici, ici et ici. J'ai pris le stylo. Ma main tremblait, en partie du théâtre, en partie de l'adrénaline pure. Et Tyler, ai-je demandé doucement. Tyler reste avec moi, a dit Marc, se penchant en arrière sur sa chaise. Il est mon vice-président maintenant. Nous allons construire un empire ensemble sans tes rouspéteries constantes. J'ai ressenti une douleur vive dans ma poitrine, mais je l'ai ravalée. D'accord, prends soin de lui. Signe juste ces foutus papiers, Heather. J'ai signé. J'ai mis mon nom sur la ligne qui me dépouillerait apparemment de 20 ans de travail acharné. Puis Marc a signé. Il l'a fait avec une fanfare, une grande boucle arrogante sur les M. C'est fait, a dit Vance, fermant le dossier. Le chèque sera viré sur ton compte demain. Marc s'est levé et a boutonné sa veste. Il m'a regardé avec un sourire narquois qui me donnait la chair de poule. Tu sais, Heather, tu devrais me remercier. Tu as toujours été trop coincé pour cette vie. Va t'installer dans une ferme ou quelque chose du genre. Trouve une gentille bibliothécaire. Au revoir, Heather. Au revoir, Marc, ai-je chuchoté. Alors que je marchais vers l'ascenseur, j'ai entendu Marc rire avec Vance. C'était plus facile que je ne le pensais. Elle n'a même pas demandé la maison de plage. Les portes de l'ascenseur se sont fermées, coupant son rire.
Je me suis appuyé contre le mur métallique et j'ai expiré longuement. Il avait signé. La pilule empoisonnée était active. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de prouver la fraude. Et j'avais déjà les preuves. J'avais juste besoin de la bonne scène pour les présenter. Et quelle meilleure scène que le mariage? Mark et Brenda avaient annoncé leur date. C'était dans 3 semaines. Un mariage précipité, comme ils disaient. Ils voulaient être légitimés avant la saison des galas de printemps. 3 semaines. C'était mon échéancier. Je suis sorti de l'immeuble et suis monté dans la voiture de ville d'Arthur qui attendait. A-t-il signé? A demandé Arthur depuis le siège arrière. Il a signé, ai-je dit. Un véritable sourire perçant enfin. Il pense avoir acheté mon silence pour un $250 000. Il vient de signer toute sa vie. Arthur m'a tendu un verre d'eau gazeuse. À l'architecte, à la démolition, ai-je répondu. Les 3 semaines suivantes ont été une étude de masochisme. Je devais rester invisible pendant que Mark et Brenda paradent leur victoire dans tout Chicago. J'ai loué un petit appartement banal sur le côté nord en utilisant mon nom de jeune fille. J'ai passé mes journées avec les experts comptables légistes d'Arthur à monter le dossier. Nous transformions les données brutes que j'avais volées en un marteau juridique. Chaque nuit, je me torturais en vérifiant les médias sociaux. L'Instagram de Brenda était un vomi de luxe. Photo d'une nouvelle Mercedes décapotable. Mon futur mari me gâte. Béni nouveau départ. Photo de ma salle à manger redécorée avec du papier peint doré ringard. Dehors l'ancien, place au glamour. Enfin, faire de cette maison un foyer. Cela m'a fait mal, de l'avoir effacé ma touche de la maison que j'ai construite. Mais les posts les plus douloureux venaient de ma mère. Joyce a posté une photo de 3, Mark, Brenda et elle-même, levant des flûtes de champagne lors d'un dîner de dégustation. Légende, enfin, une famille qui s'est profité de la vie. Si fier de ma belle-fille Brenda et de mon merveilleux gendre Mark. Le véritable amour gagne toujours. Le véritable amour. Elle avait vendu sa fille aînée pour une place à une table chic. Et Tyler? Tyler était silencieux sur les médias sociaux, mais j'ai vu les alertes de cartes de crédit sur les comptes secondaires que je surveillais encore. Ce que Mark n'avait pas encore trouvé. Liquor World, $400. Club Inferno, $1200. Bal Bondsman, $500. Mon fils était en spirale. Mark ne l'élevait pas. Il l'encourageait. Je voulais me précipiter et le sauver, mais Arthur m'a arrêté. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, Heather, m'a dit Arthur doucement. Il a choisi son camp. Laisse-le voir à quoi ressemble vraiment ce camp quand les lumières s'éteignent. Je savais qu'il avait raison, mais c'était comme couper un membre. Pendant ce temps, l'entreprise pourrissait de l'intérieur. Mes espions, Sarah à la comptabilité et Jim à la gestion de projet, me fournissaient des mises à jour quotidiennes. Mark n'a pas été au bureau après 14 heures depuis des semaines, a envoyé Sarah par SMS. Il laisse Brenda planifier le changement de marque de l'entreprise. Elle veut changer le logo en rose et or. Rose et or, Heather, pour une entreprise immobilière commerciale. Les entrepreneurs menacent de quitter le chantier de Highland, a rapporté Jim. Mark leur a dit que le chèque était dans le courrier. Ce n'est pas le cas. Il a utilisé le prélèvement sur la construction pour payer le lieu de mariage. Laissez brûler, leur ai-je dit, documentez simplement tout. Enregistrez tous les emails où il vous dit de retarder les paiements. Le mariage devait avoir lieu au Palmer House Hilton, dans la Grand Ballroom. C'était le lieu le plus cher de la ville. Brenda avait invité 300 invités, investisseurs, politiciens, célébrités locales. Ils voulaient consolider leur statut de nouveau couple puissant de Chicago. Ils voulaient un public. Bien, ai-je pensé, en regardant l'invitation que Sarah avait fait sortir clandestinement pour moi. Ils veulent un spectacle. Je vais leur donner un spectacle. 2 jours avant le mariage, j'ai reçu un dernier levier. Il venait d'une source inattendue. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bonjour, Heather. C'est Dave. Dave, l'ex-mari de Brenda, le mécanicien. Elle l'avait saigné à blanc. Dave, ai-je dit, surprise. Comment vas-tu? Je vais bien. Écoute, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Ce qu'ils t'ont fait? C'est malsain. C'est le cas, ai-je acquiescé.
J'ai quelque chose à dit Dave, sa voix baissant. Quand Brenda m'a quitté, elle a laissé une boîte de papier dans le garage. J'allais les brûler, mais je les ai passés en revue la nuit dernière. Heather, elle a des cartes de crédit à ton nom datant d'il y a 3 ans. Mon sang s'est glacé. Quoi? Elle les a ouvertes quand elle séjournait chez toi. Elle a intercepté le courrier. Elle les a utilisées au maximum, puis a caché les relevés. Mais j'ai trouvé les lettres des agences de recouvrement. Et j'ai trouvé une lettre de Marc. De Marc? Ouais. Il a payé l'une des cartes. La lettre dit, j'ai couvert celle-ci, B, mais tu dois faire plus attention. Si Heather voit ça sur le rapport de crédit, nous sommes tous les deux morts. Continue de t'en tenir au plan. Encore 2 ans et nous prenons tout. Encore 2 ans. Le calendrier correspondait parfaitement. Marc avait conspiré avec ma sœur pour voler mon identité et mon argent pendant que je la nourrissais et lui donnais un emploi. Dave, ai-je dit, ma voix tremblant. Peux-tu m'apporter cette boîte? Je suis en route, a-t-il dit. Quand Dave m'a tendu cette boîte, j'ai senti le dernier verrou se mettre en place. Ce n'était pas seulement une fraude. C'était une conspiration. Prédatrice, calculée et maléfique. J'ai regardé la lettre écrite de la main de Marc. Encore 2 ans et nous prenons tout. J'ai mis la lettre dans mon coffre-fort. Merci, Dave, ai-je dit. Fais-leur mordre la poussière, Heather, a-t-il dit, un sourire sinistre sur son visage. Oh, j'ai bien l'intention de le faire, ai-je répondu. J'avais l'intention de leur donner tout l'enfer. La veille du mariage, j'ai fait quelque chose de dangereux. Je suis allé voir Tyler. Je savais que je ne devrais pas Arthur me l'a déconseillé. Mais j'étais d'abord une mère et ensuite une ex-femme vengeresse. J'avais besoin de lui donner une dernière chance de quitter le navire qui coule. J'ai attendu devant son nouvel appartement Penthouse, celui que Marc avait acheté avec les fonds de l'entreprise. À 11 heures, Tyler est sorti en titubant, ayant l'air d'avoir la gueule de bois. Il portait des lunettes de soleil de créateur et un sweat à capuche qui coûtait plus cher que ma première voiture. Tyler, ai-je crié. Il a sursauté, se retournant. Quand il m'a vu, son visage s'est durci. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu me traques maintenant. Je ne te traque pas. J'essaie de te sauver. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, a-t-il craché, marchant vers sa Porsche. Je vais très bien. Papa vient de me confier la gestion du portefeuille Southside. Tyler, écoute-moi, ai-je dit, me mettant sur son chemin ton pertement. L'entreprise est en faillite. Ils volent de l'argent pour payer ce style de vie. Ils t'utilisent comme bouclier. Quand les fédéraux viendront, et ils viendront, ton nom sera sur les documents. Tyler a ri. C'était un son creux et cassant. Tu es juste jalouse. Tu es jalouse parce que papa est en train de gagner, et tu n'es personne. Tu vis dans une décharge, n'est-ce pas? Papa me l'a dit. Je vis dans la réalité, ai-je dit, ma voix urgente. Tyler, s'il te plaît, ne va pas au mariage demain. Dis juste que tu es malade. Va rester avec tes amis. Ne sois juste pas là à côté de lui quand ça arrivera. Quand quoi arrivera, a-t-il défié. Tu vas le gâcher? Tu vas faire une scène? Mon Dieu, tu es pathétique, maman. Papa a dit que tu essaierais de le ruiner. Il m'appelle pathétique. J'ai senti la colère monter, mais je l'ai repoussée. Tyler, regarde-moi. Je t'ai élevé. Je te connais. Tu n'es pas cette personne. Tu es gentil. Tu es intelligent. Tu n'es pas un voleur. Je ne suis pas un voleur, a-t-il crié, son visage devenant rouge. Je suis un homme d'affaires, comme papa. Papa est une fraude, ai-je crié en retour. Et Brenda est un parasite. Et si tu restes avec eux, tu vas couler avec eux. Tyler m'a regardé avec colère. Puis il a sorti son téléphone. J'appelle la sécurité. Éloigne-toi de moi. Il est monté dans sa voiture et a fait rugir le moteur agressivement. Alors qu'il quittait le stationnement en trombe, il a baissé la vitre et a crié « Ne viens pas demain, maman. Personne ne te veut là-bas. Tu es le passé. » Je l'ai regardé s'éloigner en voiture, mon cœur se brisant une fois de plus. Mais cette fois, la rupture était plus nette. J'avais essayé. J'avais tendu la main. Il l'avait repoussée. Maintenant,
il était seul. Je suis rentré à mon appartement. Arthur m'attendait avec les derniers préparatifs. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé, bien qu'il connaisse clairement la réponse à mon visage. Il est parti, ai-je dit d'un ton neutre. Il est complètement soumis à un lavage de cerveau. Alors il apprendra à la dure, a dit Arthur. Es-tu prête pour demain? Oui. Nous avons les codes d'accès au projecteur. Oui. La police est informée. Oui. Le détective Miller nous rencontrera dans le hall à 20h. Arthur m'a tendu un sac à vêtements. Alors tu auras besoin de ça. J'ai dézippé le sac. À l'intérieur, il y avait une robe. Ce n'était pas une robe d'ex-femme frénétique et désespérée. C'était un élégant costume de smoking noir sur mesure. Yves Saint Laurent. Puissant, élégant, sévère. Porte ton armure, Heather, a dit Arthur. Demain, tu n'es pas la victime. Tu es le bourreau. J'ai touché le tissu. Il était frais et lisse. Merci, Arthur. Repose-toi un peu, a-t-il dit. Demain sera une longue nuit. Je ne me suis pas reposé. Je me suis assise près de la fenêtre en regardant les lumières de la ville. J'ai pensé à Mark et Brenda, probablement en train de répéter leurs vœux en ce moment. Probablement en train de rire de la façon dont ils s'en étaient tirés. Encore 2 ans et nous prenons tout. Ils n'auraient pas 2 ans. Ils n'auraient même pas 2 jours. Demain, M et Madame Bryant allaient avoir un type de réception très différent. Le matin du mariage s'est levé gris et couvert. Une journée parfaite à Chicago pour un enterrement. J'ai passé la matinée à revoir la présentation. Nous l'avions chronométrée parfaitement. Elle commencerait juste après le montage vidéo de l'histoire d'amour que Brenda avait dépensé $20 000 pour produire. À 18h, les invités ont commencé à arriver au Palmer House. J'ai regardé la diffusion en direct depuis une caméra qu'Arthur avait placée dans la salle de bal. Il possédait une participation dans l'hôtel. Obtenir l'accès était banal. C'était nauséabond. La pièce était remplie de cristaux et de roses, des milliers d'entre elles. Il y avait une sculpture de glace de Mark et Brenda entrelacées. J'ai vu ma mère, Joyce, accueillir les invités. Elle portait une robe couleur champagne qui était bien trop jeune pour elle, rayonnant comme si elle avait gagné à la loterie. Oui, n'est-ce pas merveilleux? Je l'ai entendu dire à un cousin confus. Ce sont des âmes sœurs. Heather? Oh, la pauvre Heather n'a tout simplement pas pu gérer le succès de Mark. Elle prend un peu de temps pour elle. J'ai vu Mark. Il avait l'air nerveux mais triomphant. Il serrait des mains, tapotait des dos, jouant le rôle du roi bienveillant. Et Brenda, elle est entrée vêtue d'une robe Varenne personnalisée, ruisselant de diamants. Des diamants que mon entreprise avait payés. Elle était magnifique. Je devais l'admettre. Magnifique et pourrie. La cérémonie a commencé. Je les ai écoutés échanger leurs vœux. Je promets d'être ton partenaire dans toutes les choses, a dit Mark, regardant profondément dans les yeux de Brenda. Je promets de soutenir tes rêves et de passer ma vie à te rendre heureuse, a roucoulé Brenda. Je me suis assise dans la suite de l'hôtel en haut en sirotant un café noir. Mensonge, ai-je chuchoté. Chaque mot est un mensonge. On est bon pour y aller, a demandé Arthur, vérifiant sa montre. Le signal est en direct, a confirmé le technicien. Dès que tu donnes le mot, nous piratons le flux. Pas encore, ai-je dit. Attendez les toasts. Attendez que tout le monde soit assis et regarde les écrans. La réception a commencé. Le champagne a coulé à flot. Mark s'est levé pour prononcer un discours. Je veux remercier tout le monde d'être ici, a-t-il tonné, tenant la main de Brenda. Cela a été un long voyage. Un voyage pour trouver le vrai bonheur. Parfois, il faut faire des choix difficiles pour trouver sa vraie destinée. La foule a applaudi poliment, bien que j'ai vu des regards mal à l'aise. Tout le monde connaissait le scandale. Il s'en fichait tant que le bar ouvert était de qualité supérieure. Et à ma nouvelle femme, Brenda, a continué Mark. Tu es ma muse, mon roc, mon tout, mon téléphone vibra. C'était le signal. Maintenant, dis-je. En bas, dans la salle de bal, les lumières baissèrent pour le montage vidéo. Une musique sentimentale commença à jouer. Des photos de Mark et Brenda sur des yachts, à Paris, à la plage, défilèrent sur les écrans géants derrière la table d'honneur. La foule poussa des hauts.
Je me levai et lissai ma veste de smoking. Je sortis de la suite et me dirigeai vers l'ascenseur. C'est l'heure, dit Arthur, marchant à côté de moi. Dans l'ascenseur, je regardais les chiffres défiler, 10, 9, 8, mon cœur ne battait plus à toute vitesse. Il battait lentement et lourdement, comme une armoire. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au niveau du hall. Le détective Miller et 2 officiers en uniforme attendaient. Madame Bryant, demanda le détective. Oui, nous avons le mandat. Nous sommes prêts quand vous l'êtes. Donnez-moi 5 minutes, dis-je. Je veux qu'il le voie avant que les menottes ne soient passées. Entendu. Je marchai vers les portes de la salle de bal. Les agents de sécurité engagés par Mark pour me tenir à l'écart s'avancèrent. Madame, c'est un événement privé. Arthur Sterling sortit de derrière moi. Et je suis propriétaire de l'immeuble. Écartez-vous, sinon vous chercherez du travail demain. Les gardes hésitèrent, reconnurent Arthur, et reculèrent immédiatement. Je poussai les portes doubles. À l'intérieur, la musique venait d'atteindre son crescendo. La vidéo à l'écran montrait Mark et Brenda s'embrassant devant la tour Eiffel. Puis l'écran vacilla. La musique s'arrêta avec un crissement de Larsen. La salle se tut. Sur les écrans géants, l'image romantique disparut. À sa place, un tableau blanc austère apparut, des chiffres rouges, puis un document, un relevé de carte de crédit. Nom, Brenda Miller. Adresse, 124 Oakland, ma maison. Achat, bague en diamant Cartier, 25 000 $. Payé par, compte d'entreprise H&M. Un murmure parcourut la foule. Qu'est-ce que c'est que ça, hurla Brenda, se levant. Mark, répare ça. Coupe la diffusion. Mark cria à la cabine audiovisuelle, éteignez ça. Mais le technicien dans la cabine était des nôtres. Il ne l'éteignit pas. Il augmenta le volume. Et puis ma voix, préenregistrée, résonna dans les haut-parleurs. Bonjour, Mark. Bonjour, Brenda. Vous vouliez un rassemblement familial. Vous vouliez que tout le monde témoigne de votre union. Eh bien, montrons-leur sur quoi cette union est réellement bâtie. Toutes les têtes se tournèrent, non pas vers l'écran, mais vers le fond de la salle. J'entrai. Le silence dans la grande salle de bal était absolu. 300 personnes se retournèrent sur leurs chaises pour me regarder. Je descendis l'allée centrale, mes talons claquant rythmiquement sur le sol en marbre. Le smoking noir me faisait ressembler à une ombre contre la mer de fleurs roses. Mark était figé à la table d'honneur, son visage se vidant de toute couleur. Brenda serrait sa serviette contre sa poitrine, la bouche bée. Ma mère, Joyce, avait l'air de faire une attaque. Heather, chuchota Mark, le micro captant sa voix tremblante. Qu'est-ce que tu fais? Je ne m'arrêtai pas tant que je n'eus pas atteint le centre de la piste de danse, juste devant la table d'honneur. Je les regardais, les gens qui avaient été mon monde, maintenant juste de petites silhouettes effrayées sur une scène. Je suis ici pour porter un toast, dis-je, ma voix portant clairement sans microphone. Je levai une télécommande. Je cliquai dessus. L'écran derrière changea à nouveau. Cette fois, c'était la chaîne de mai entre Mark et le détective privé. Mark, cherche plus fort ou invente quelque chose. Je ne peux pas me permettre de lui donner la moitié. La foule haleta. Je vis des investisseurs, des hommes que Mark respectait, des hommes dont il avait besoin, se pencher, chuchoter furieusement. Éteignez ça, hurla Mark, se jetant vers la cabine du DJ. Sécurité. Sortez-la d'ici. Asseyez-vous, Mark, la voix d'Arthur Sterling résonna depuis la porte, à moins que vous ne vouliez ajouter des voies de fait à votre liste de délits. Mark se figea. Il vit Arthur. Il vit les policiers attendre dans l'ombre de la sortie. C'est faux, hurla Brenda, les larmes coulant sur son visage parfaitement maquillé. Elle est jalouse. Elle a piraté le système. Elle est folle. Folle. Je cliquai à nouveau sur la télécommande. Un nouveau document apparut, la fausse demande de prêt pour le projet riverain. Celle avec ma signature maladroitement collée sur la ligne. La contrefaçon est-elle folle, Brenda, demandai-je calmement. La fraude bancaire est-elle folle? Parce que c'est une peine de prison fédérale. Et devinez qui est le nom sur les sociétés écrans qui reçoivent les fonds volés. Je cliquai à nouveau. Orion Holdings, propriétaire Brenda Miller.
Toi, dis-je en pointant ma sœur, tu n'es pas seulement une maîtresse. Tu es une mule. Marc t'a utilisé pour blanchir 3 millions de dollars. Il t'a dit ça? Il t'a dit ça quand le fisc viendra te chercher, ils viendront chercher ta signature? Brenda regarda Marc, les yeux grands ouverts d'horreur. Marc, tu as dit. Tu as dit que c'était de l'optimisation fiscale. Tu as dit que c'était légal. Tais-toi, Brenda, siffla Marc. Oh, ne l'arrêtez pas, dis-je, souriant froidement. Laissez-le s'expliquer. Laissez-le expliquer à notre mère comment il parle d'elle. Clique et l'email apparu, objet, la vieille peau. Marc, écrit simplement à Joyce un autre chèque du fonds secret. La vieille peau est gourmande. Tant que nous paierons son condo, elle gardera Heather dans l'ignorance. Elle vendrait sa propre fille pour un budget de rénovation. Joyce laissa échapper un son à moitié baleine, à moitié blague. Elle se leva, les mains tremblant si fort qu'elle renversa son verre de champagne. Marc croissa elle. Tu m'as appelé comme ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi? J'ai pris ton parti. J'ai trahi mon propre enfant pour toi. Et regarde ce que ça t'a rapporté, maman, dis-je, la regardant avec pitié, une place à un mariage qui est sur le point de devenir une scène de crime. Marc regarda autour de la salle, les yeux sauvages. Il vit son empire s'effondrer en temps réel. Il vit les investisseurs sortir. Il vit les serveurs s'arrêter pour regarder. Il vit la fin. Tu as signé l'accord, me cria-t-il, désespéré. Tu l'as signé. Tu as renoncé à tout. Tu ne peux pas toucher à la société. Article 14, dis-je simplement. La pilule empoisonnée. Si tu as commis un crime, l'accord est nul et tout, la maison, la société, les actifs, me revient. Les genoux de Marc cédèrent. Il s'affala sur sa chaise. Et Tyler, dis-je, tournant mon regard vers mon fils, qui était assis au bout de la table, pâle comme un fantôme. Tyler me regarda, terrifié. Il regarda l'écran, où ses propres messages textes étaient maintenant affichés. Tyler VP, sérieusement? Ok, je suis partant. Tu voulais être un homme d'affaires, Tyler, dis-je doucement. Eh bien, voici ta première leçon, vérifie les partenaires. Je cliquai une dernière fois sur la télécommande. Une vidéo fut diffusée. C'était des images de surveillance du parking de l'entreprise. Elle montrait Marc se disputant avec Brenda il y a 2 jours. Marc dans la vidéo, une fois que nous aurons l'argent de Sterling, on se débarrasse du gamin. Tyler est un fardeau. On le laisse avec la dette fiscale et on déménage à Monaco. Il est trop stupide pour s'en apercevoir. La salle de bal devint silencieuse. Tyler se leva lentement. Il regarda son père. Le culte du héros dans ses yeux avait disparu, remplacé par une réalisation bouleversante. Papa, chuchota Tyler. Tu vas me quitter? Marc balbutia. Non. C'était. J'étais juste stressé. C'est hors contexte. Tu m'as traité de stupide, dit Tyler, sa voix se brisant. Tu as dit que j'étais un fardeau. Tyler, assieds-toi, ordonna Marc, essayant de reprendre le contrôle. Ne l'écoute pas. Tyler ne s'assit pas. Il prit son verre de champagne et le jeta au visage de Marc. Je te déteste, hurla Tyler. Je te déteste. Le chaos éclata. Joyce sanglotait. Brenda hyperventilait. Marc essuyait le champagne de son visage, ressemblant à un rat noyé. J'abaissai la télécommande. La présentation était terminée. Je fis un signe de tête au détective Miller. Les policiers entrèrent dans la salle. Les invités s'écartèrent comme la mer Rouge. Mark Bryant annonça le détective, vous êtes en état d'arrestation pour fraude bancaire, détournement de fonds et contrefaçon. Brenda Miller, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration et blanchiment d'argent. Non, hurla Brenda alors que l'officier lui saisissait les poignets. Je ne savais pas. Je suis juste la petite amie. Il m'a forcé à le faire. Racontez ça au juge, dit l'officier en lui passant les menottes. Marc ne cria pas. Il se contenta de me fixer. Alors qu'il lui passait les menottes, il me regarda dans les yeux. Tu as tout gâché, cracha-t-il. Salope aigrie et vindicative. Je m'approchai de lui. Je me tenais si près que je pouvais sentir la peur sur lui.
Je n'ai rien gâché, Marc, dis-je, calme comme un lac gelé. J'ai juste allumé les lumières. Et toi? Tu n'es qu'un cafard qui s'est fait prendre. Ils l'emmenèrent. Les invités du mariage étaient stupéfaits et silencieux. Le seul bruit était les pleurs de Joyce. Je regardai la table d'honneur une dernière fois. Le gâteau n'était pas coupé. Les fleurs étaient parfaites. L'illusion était détruite. Je me tournai vers Arthur Sterling. Je crois que j'en ai fini ici. Brillant, dit Arthur, me tendant son bras. Absolument brillant. Alors que nous sortions, je ne me retournai pas vers ma mère en pleurs ou mon fils dévasté. Pas encore. Ils avaient fait leur lit. Ce soir, ils devaient y dormir. Les jours qui suivirent le mariage furent un cirque médiatique. Le Chicago Tribune publia l'histoire en première page, blues des cloches nuptiales, un magnate de l'immobilier arrêté à l'hôtel. Je ne donnai pas d'interview. Je laissai les preuves parler d'elles-mêmes. Je retournai dans ma maison 3 jours plus tard. La police l'avait nettoyée comme scène de crime. C'était étrange de revenir dans les pièces que j'avais conçues. Les affaires de Brenda étaient partout, des vêtements de mauvais goût, des magazines bon marché, des bouteilles de vin à moitié vides. J'engageai une équipe de nettoyage. Jetez tout, leur dis-je, tout ce qui ne m'appartient pas, brûler les draps. Remplacer les matelas. Je voulais effacer leur ADN de ma vie. Marc s'était vu refuser la libération sous caution. Le juge l'avait jugé comme présentant un risque de fuite en raison du plan de Monaco enregistré sur bande. Il était assis dans la prison du comté de Cook, échangeant ses costumes italiens contre une combinaison orange. Brenda fut libérée sous caution, payée par ma mère, qui avait liquidé ses économies de retraite pour faire sortir son bébé. Mais Brenda n'était pas libre. Elle risquait de 5 à 10 ans. Son visage était affiché partout sur Internet comme la chercheuse d'or préparée pour la prison. Je me rendis dans les bureaux de H&M, qui m'appartenaient désormais entièrement. Les employés m'accueillirent avec un mélange de peur et de soulagement. Nous changeons le nom de la société, annonçai-je lors de la première réunion générale. H&M est mort. Bienvenue chez Phoenix Holdings. Ils applaudirent. Ils savaient qui signait les chèques de paie. Une semaine plus tard, ma mère vint me voir. Elle avait l'air d'avoir 10 ans de plus. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux rouges. Elle se tenait sur mon porche, grelottant. Heather, dit-elle, la voix tremblante. Joyce, dis-je, bloquant la porte. Je ne l'appelais pas maman. Puis-je entrer? Il gèle. Tu peux dire ce que tu as à dire de là. Elle tressaillit. Heather, s'il te plaît, sois raisonnable. Brenda, elle est terrifiée. Elle n'est qu'une fille. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Marc l'a manipulée. Brenda a 40 ans, dis-je froidement. Elle savait qu'elle couchait avec mon mari. Elle savait qu'elle dépensait mon argent. Elle a signé les papiers. C'est ta sœur. Joyce se lamenta. Tu ne peux pas la laisser aller en prison. Tu dois abandonner les charges. Dis au procureur que c'était un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. C'était un crime. Si tu fais ça, siffla Joyce, sa tristesse se transformant en venin familier, tu n'es pas ma fille. Tu détruis cette famille. Je ris. C'était un son léger et libre. Joyce, tu as détruit cette famille il y a 20 ans quand tu as décidé que Brenda était la princesse et que j'étais la servante. Tu n'es pas venu ici pour t'excuser. Tu es venu ici pour me demander de réparer ça encore une fois. Tu veux que je sois le bouc émissaire une dernière fois pour que Brenda puisse se promener librement. Elle est délicate. C'est une criminelle. Et toi? Tu es une complice. J'ai vu les chèques que Marc t'a écrits. Frais de consultation. Tu as pris de l'argent pour les aider à me faire croire que j'étais folle. Joyce devint pâle. Je ne porte pas plainte contre toi, Joyce, dis-je, pas parce que je t'aime, mais parce que je ne veux pas la honte de voir ma mère sur une photo d'identité judiciaire. Mais tu es morte pour moi. Ne m'appelle pas. Ne viens pas ici. Si tu as besoin d'argent, demande à Brenda. Oh, attends. Elle est fauchée. Je claquai la porte au nez. Je regardai sur la caméra de sécurité alors qu'elle se tenait là, frappant à la porte, criant mon nom. Puis, elle laissa retomber ses épaules et s'éloigna. Ça faisait mal. Bien sûr que ça faisait mal.
Mais c'était la douleur d'arracher une écharde, vive, puis soulagement. Ensuite, il y avait Tyler. Il n'avait pas appelé. Il n'était pas venu. Je savais qu'il squattait sur le canapé d'un ami parce que les autorités avaient saisi le Pantouz et la Porsche. J'attendis. Je savais qu'il devait venir vers moi à ses propres conditions. 2 semaines plus tard, il se présenta à mon bureau. Il avait l'air terrible. Il avait perdu du poids. Il portait de vieux jeans et un t-shirt. Pas de lunettes de soleil. Pas d'attitude. Maman, demanda-t-il depuis la porte. Je levai les yeux de mon bureau. Bonjour, Tyler. Il entra et s'assit sur la chaise en face de moi. Il regarda ses mains. Je suis désolé, chuchota-t-il. Je sais, dis-je. J'étais stupide. Il m'a fait me sentir important. Il m'a dit que j'étais meilleur que l'école. Il m'a dit que tu me retenais. Et tu l'as cru parce que c'était plus facile que de travailler, dis-je doucement mais fermement. Ouais, admit-il, des larmes coulant sur son jean. J'ai vu la vidéo. Il m'a traité de fardeau. Il allait me quitter. Je n'ai rien, maman. Ils ont pris la voiture. Je n'ai pas d'argent. J'ai besoin d'aide. Je regardais mon fils. J'avais envie de le serrer dans mes bras. J'avais envie de lui faire un chèque et de tout arranger. Mais j'étais l'architecte maintenant. Et on ne construit pas une structure solide sur une fondation fissurée. Je t'aime, Tyler, dis-je, mais je ne vais pas te donner d'argent. Il leva les yeux, paniqué. Mais où vais-je vivre? Je ne sais pas. C'est à toi de trouver. Maman, s'il te plaît. Voici l'accord, dis-je, faisant glisser un morceau de papier sur le bureau. Voici une demande de prêt étudiant, et voici une demande d'emploi pour la salle de courrier chez Phoenix Holdings. Salaire minimum. Tu commences en bas de l'échelle. Tu termines tes études le soir. La salle de courrier, demanda-t-il, choqué. À prendre ou à laisser. Si tu veux être un homme, Tyler, tu le gagnes. Marc t'a donné des choses pour t'acheter. Je ne t'offre rien pour que tu puisses te construire toi-même. Il fixa les papiers. Il me fixa. Il vit la détermination dans mes yeux. Lentement, il tendit la main et prit le stylo. D'accord, dit-il, sa voix tremblant. Je vais prendre le travail. Bien, dis-je. Présente-toi à Sarah au service des ressources humaines. Elle te donnera un badge. Ne sois pas en retard. Il se leva. Il me regarda vraiment pour la première fois depuis des années. Tu fais vraiment peur, maman, dit-il, une pointe d'admiration dans sa voix. Je sais, souris-je. Maintenant, au travail. Le procès fut court. Les preuves étaient accablantes. Mark Bryan plaida coupable pour éviter une peine de 20 ans. Il écopa de 8 ans de prison fédérale plus la restitution. Il avait l'air gris et vaincu dans la salle d'audience. Il ne me regarda pas une seule fois. Brenda conclut un accord de plaidoyer, 3 ans de prison pour fraude. Elle sanglota lorsque le marteau retentit. Elle regarda Joyce dans la galerie, criant « Maman, fais quelque chose !» Mais Joyce ne pouvait rien faire. Joyce vivait dans un studio, vivant de la sécurité sociale, ayant perdu son allocation et sa fierté. Je m'assis au dernier rang, portant mon tailleur noir. Je regardais la justice être rendue. Je ne ressentis pas de joie. Je ressentis la paix. Le bilan était enfin corrigé. Épilogue 1 an plus tard, je me tenais dans mon bureau au 40e étage, surplombant la rivière Chicago. L'enseigne Phoenix Holdings sur le mur derrière moi était en argent et bleu élégant, sans rose nulle part. L'entreprise prospérait. Nous venions de conclure l'accord riverain avec Arthur Sterling. Ce serait un développement à usage mixte, des condos de luxe, mais aussi des logements abordables et un centre communautaire. Mon téléphone vibra. Tyler, salut, maman. Viens de terminer mon examen final d'éco. Je pense que je l'ai réussi. De plus, l'équipe de la salle de courrier a amélioré l'efficacité du tri de 15% cette semaine. Est-ce que j'ai droit à une augmentation? Je souris. N'abuse pas, mais le dîner est pour moi ce soir. 19h Tyler, à plus tard. Il travaillait dur. Il était fatigué, fauché et humble. Et je n'avais jamais été aussi fier de lui.
Il devenait l'homme que je savais qu'il pouvait être, pas la caricature que son père essayait de modeler. On frappa à ma porte. Entrez. Arthur Sterling entra, tenant une bouteille de champagne. À l'anniversaire d'un an, dit-il, du jour où tu as incendié le cirque. Il semble que ce soit il y a une éternité, dis-je, prenant le verre. Tu sais, dit Arthur, s'appuyant contre mon bureau, Marc m'a envoyé une lettre de prison. Il veut savoir si j'achèterai ses parts des anciennes sociétés écrans. Il a besoin d'argent pour la cantine. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne faisais affaire qu'avec le PDG, et que le PDG est occupé à construire un empire. Nous trinquâmes. Je regardais l'horizon. J'avais perdu un mari. J'avais perdu une sœur. J'avais perdu une mère. Mais je m'étais retrouvé. Je n'étais plus le bouc émissaire. Je n'étais plus celle qui répare tout. Je n'étais plus l'épouse invisible. J'étais Heather Bryant, l'architecte, et ma vie. Elle était enfin vraiment la mienne. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à revivre, mais si mon voyage peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à se tenir debout face aux personnes toxiques de sa vie, alors cela en valait la peine. La famille n'est pas toujours le sang. La famille, ce sont les personnes qui vous respectent, qui vous valorisent et qui sont à vos côtés lorsque la tempête frappe. Si vous vous accrochez à quelqu'un juste parce qu'il fait partie de votre famille, mais qu'il vous fait du mal, lâchez prise. Vous êtes assez fort pour construire quelque chose de nouveau. Si vous avez apprécié cette histoire et que vous voulez voir plus de justice rendue, cliquez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille toxique? Comment avez-vous trouvé la force? Je lis tous les commentaires, et j'aimerais entendre votre histoire. D'ici la prochaine fois, restez fort, restez intelligent, et ne laissez jamais personne prendre les clés de votre château.